bonjour à Madame Bochra Manaï, la commissaire à la lutte au racisme et discrimination systémique. Voilà, à l'hôtel de ville, on attendait la constitution de ce bureau. Ça y est, j'ai envie de dire, c'est fait. Donc je vais vous demander de nous présenter un peu l'équipe. Alors bonjour, merci à toi Monsieur Ekwala et à tous les auditeurs de Néo-Québec. Alors je suis vraiment ravie cette semaine de vous présenter toute l'équipe qui va m'accompagner dans le travail qu'on va faire autour des recommandations de l'OCPM. Je commencerai peut-être par Nathalie Carénard, qui expliquera un petit peu plus aussi ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait et ce qu'elle va faire, qui est conseillère en équité, diversité, inclusion. Diaka Cissé, qui est l'assistante pilier de la direction, et Alain Babineau, qui est chargé d'expertise en profilage racial et social. Je vais revenir vers vous bientôt. Je me tourne vers Nathalie Carénard, qui est donc conseillère EDI, c'est comme ça, équité, diversité, inclusion. Ça consiste en quoi? En fait, l'équité, diversité et inclusion, c'est une façon d'approcher une organisation, qu'elle soit publique et privée, et de se poser la question, est-ce qu'on a une représentativité? Est-ce qu'on a une représentativité des différentes diversités de la communauté à laquelle on appartient? Et puis, est-ce que cette représentativité est suivie d'inclusion? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui font partie de cette diversité ont une voix au sein de l'organisation qui compte. Donc c'est une volonté d'aller vers des environnements de travail qui soient plus inclusifs, où chacun puisse être accepté dans son identité, dans ses valeurs, et où chacun puisse être aussi écouté. Donc c'est vraiment une volonté d'être plus inclusif. Donc, quand on parle de c'est Madame Bochra Manaï qui en parle tout le temps, quand on parle de ce changement organisationnel, de cette méga structure, d'ailleurs, je rappelle que nous sommes ici à l'hôtel de ville, vous n'êtes pas en télétravail. Exceptionnellement, parce qu'on est en intégration, mais sinon on est en télétravail. D'accord. Donc, quand on parle de ça, c'est vraiment sur vous que ça va reposer. La spécificité de mon mandat, c'est que moi, derrière ce titre, ce que je porte, ce sont les recommandations du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal qui concerne le service des ressources humaines, les ressources humaines. Donc il y a plusieurs recommandations qui concernent les ressources humaines, qui concernent par exemple la présence de la diversité à des postes de gestion, la présence de femmes issues, des femmes autochtones ou de femmes minorités visibles à des postes de gestion. Donc ces recommandations-là, ce sont des recommandations qui ciblent précisément les ressources humaines. Donc mon poste est conseillère équité, diversité, inclusion, c'est de faire arriver, de les faire réaliser ces recommandations-là pour les ressources humaines. Je me tourne vers Madame Cissé, Diaka Cissé. Vous êtes, Bochra Manaï l'a dit, le pilier, parce que vous êtes vraiment l'assistant. Donc, eux, ils sont sur le terrain, devant les... Voilà, c'est vous qui recentrez, qui rassemblez un peu tous les éléments. Comment vous appréhendez cette tâche? Écoutez, comme l'a si bien dit la commissaire, on est une équipe. Et puis l'équipe, ça travaille ensemble, étroitement. On est très soudés. Alors notre objectif, c'est vraiment de s'assurer que les mandats, les recommandations aussi de l'OCPM sont tous respectés. Et aussi, notre mandat, d'autre part, c'est de s'assurer que la compassion, l'équité et le respect du droit de la personne sont respectés et puis qu'on les enseigne aussi à nos enfants. C'est très important parce que l'avenir qu'on est en train de préparer, ce n'est pas juste pour nous aujourd'hui. On regarde vers le futur parce qu'on se dit que chaque enfant a le droit de vivre dans une société où il se sent en sécurité. Donc apprendre ces valeurs-là à nos enfants, c'est très important parce qu'on prépare d'autre part le futur. Donc c'est vraiment d'être là comme un pilier. Pas seulement moi, mais le pilier, ça va être les quatre, ça va être l'équipe au complet. Donc c'est le combat que nous allons mener. J'aime le mot combat, je vais rebondir là-dessus, je me retourne vers la commissaire. Vous avez un plan d'action que vous devez mettre ou présenter d'ici la fin de l'année. Quand on voit le calendrier, on sait qu'on va rentrer en élection bientôt, donc il y a quasiment rien qui va fonctionner comme de normal, si je peux m'exprimer comme ça. Est-ce que vous pensez avoir de la part des différents acteurs la possibilité de répondre à vos questions, à vos attentes?
Rappelez-vous ce que j'ai dit très vite quand j'ai été nominée ou quand j'ai été nommée, en fait, suite à l'annonce de la nomination. J'ai dit, je veux qu'on regarde le travail que j'ai pu faire et le travail que je n'ai pas pu faire. Tout ce que je fais depuis 3 mois et demi est documenté. Tout le travail de l'équipe est documenté. Tout ce que nous faisons à l'extérieur, à l'intérieur, en collaboration, d'abord ça a toujours été fait en collaboration, tout ce que nous faisons est documenté et l'idée c'est que s'il y a des endroits où c'est peut-être, où il y a des freins, où il y a des dysfonctionnements, nous on ne sera pas là pour taper sur les gens, pour dire ils n'ont rien fait, mais on nommera les dysfonctionnements. C'est pour ça que le travail tel qu'il a été engagé dès mon jour 1, ça a été de dire on est là pour une transformation collaborative. Dans transformation collaborative, il y a collaborative. Donc moi j'ai engagé toujours ce travail avec tout le monde, avec toutes les unités, tous les acteurs. Je sais qu'il y a encore évidemment des craintes parce qu'on ne comprend pas toujours ce que ça fait un bureau de commissaire, etc. Mais je pense que depuis 3 mois et demi, j'ai démontré que tout le travail à faire serait transparent. Toute la façon avec laquelle on va travailler les choses, ça a toujours été transparent et ça le sera toujours. Et on va avancer, même dans les moments où le calendrier ne nous le permettra pas, on va quand même avancer d'autres éléments. Parce qu'il faut dire quelque chose, je pense, et ça c'est vraiment important. Tout notre travail ne peut pas être dehors, en visibilité. Faire une transformation organisationnelle, il s'agit en fait de s'attaquer à l'iceberg, à ce qu'il y a, qui n'est pas la face visible, mais toutes les questions qui ne sont pas comprises, toute la culture de travail, toute la culture organisationnelle. Vous savez, le diable, comme on dit, se niche dans les détails. Ben nous, on est une équipe qui est déterminée à rebrousser les manches et à dire, ben, nous, on est prêts à travailler ça. Si on a d'autres qui ne sont pas prêts à le faire, fair enough. Nous, on est prêts et on va travailler. Une question rapide. Les 3 mois n'ont pas consisté juste à aller rechercher les perles rares autour de vous. Qu'est-ce que 3 grands faits que vous avez fait en 3 mois et demi? Il y a eu quoi? Alors, j'ai travaillé 2 des documents qui vont être présentés dans les prochaines semaines et prochains mois, qui sont les chantiers, on va dire, transversaux. Donc, tout le chantier RH, donc ressources humaines, avec le plan directeur RH en équité, diversité, inclusion, notamment avec des cibles, parce que le CPM a parlé de cibles, et ces cibles, il faut les faire arriver. On ne peut pas juste dire « Oh, on a des cibles, bon, on va attendre que les gens répondent à nos, comment on dit, post and pray, répondent à nos recrutements. » Il faut activement faire un travail, comme dit Nathalie, de sourcing. Il faut être proactif. On est une administration qui doit être exemplaire. Ce document, ça, c'est une des choses les plus importantes sur lesquelles j'ai travaillé. Et de l'autre côté, il y a une collaboration, et je pense que c'est important de le mentionner aussi, entre le SPVM et le SDIS, donc le service de la diversité et de l'inclusion sociale, autour d'un document qui va être travaillé là. Puis pareil, j'ai aussi proposé certains éléments de collaboration, transformation. J'ai travaillé donc plusieurs documents, on a fait beaucoup de rencontres, on a commencé aussi les sensibilisations, les ateliers, on va dire formation, sensibilisation auprès des directeurs d'arrondissement, des arrondissements eux-mêmes, et j'ai présenté le mandat déjà à quasiment 1700 cadres sur les 2200 de la ville. Nous avons reçu aussi, je pense qu'il faut le mentionner, des plaintes ou des requêtes d'employés ou de citoyens, et ça fait partie du travail que nous on fait, qui est un travail, comment dire, de redonner de la place et la lumière sur celles et ceux qui peuvent vivre des discriminations, mais qui le vivent complètement caché, qui le vivent sans jamais en fait faire appel aux diverses entités qui sont supposées, par exemple, faire respecter leurs droits. Et là, je parle des employés. Donc, c'est beaucoup ça que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans le fond, on va faire un événement pour la communauté pour présenter justement le 120 jours, là, pour dire justement tout ce que j'ai fait, qui j'ai rencontré. Et comme je l'ai dit, moi, ça a été transparence dès le jour 1 et je m'engage à cette transparence toujours. Alors, dans cette équipe, il y a le dernier venu, et non des moindres, dans, je veux dire, le poste, la responsabilité qui est la sienne, selon le mandat du bureau, c'est Alain Babineau.
qui rentre, hein, c'est ça, qui rentre à peine, et je pense que c'est une litote que de dire que on attendait impatiemment de savoir qui allait être à ce poste-là, parce que c'est le chargé d'expertise, c'est ça, mais nous, dans le public, on retient en relation avec le SPVM, et on sait que c'est surtout la relation citoyen-SPVM. Ressenti après cette nomination, ce choix? Oh, je suis choyé, je suis content de faire partie de l'équipe, parce que pour moi, c'est un cheminement de carrière, de vie, de perspective, de vision, c'est-à-dire l'amélioration de la sécurité publique, pour que ce soit vraiment une sécurité publique qui soit sans discrimination, qui serve toutes les personnes de toutes les communautés de la même façon. Alors, je suis très content d'être finalement, alors on a mentionné que ça a pris quand même un bon bout de temps, l'enquête de sécurité, etc., mais je dis que je suis bien, et puis, alors je veux mettre la main à la pâte aussitôt que possible. Alain Babineau, je ne peux ne pas faire allusion à votre passé. Vous êtes un ancien policier de la GRC. Aujourd'hui, donc, vous êtes à ce poste-là. Vous avez sûrement des relations avec des membres du SPVM ou peut-être de la GRC à Montréal. En ce jour où je vous parle, tout de suite, vous avez été accueilli, je ne dirais pas nécessairement avec que des hurrahs. Il y en a qui se posent des questions, si vous étiez vraiment la personne idéale. J'avoue que vous devez connaître ça dans la maison, puisque la commissaire Bochra a eu plus ou moins le même accueil. Est-ce que son expérience va vous servir? L'expérience de Bochra? Oui, absolument, l'expérience de tout le monde, de tout le monde. L'expérience de Bochra, moi j'apprends, dans toute entreprise, dans tout mon parcours de carrière, je suis un étudiant de la vie, je suis un étudiant, j'ai fait un baccalauréat en droit après avoir pris ma retraite, alors je suis toujours prêt à apprendre de mon environnement. Vous m'avez mentionné que si j'ai des contacts avec des policiers, j'ai des contacts avec des policiers partout au pays, pas juste le SPVM ou la GRC, j'en ai partout au pays. Et j'apprends encore une fois de leur réalité sur le terrain. Moi, pendant 30 ans, j'ai vu la réalité des milieux policiers. Et puis, je me garde sur le pouls. Je garde le pouls de cette réalité policière-là. Le syndicat La Fraternité, le syndicat des policiers, aujourd'hui même, au jour où on annonce votre nomination, sort un communiqué en disant... Celui-là, si vous me permettez, je paraphrase un peu, ça n'est vraiment pas la personne qu'il fallait à ce poste-là. Est-ce que pour vous, ça engage déjà une bonne discussion? Est-ce que je peux me permettre de répondre? Je pense que dans le contexte social dans lequel on est, les enjeux de racisme, ou en tout cas la façon avec laquelle on propose de travailler les enjeux de racisme ou de discrimination systémique, ça crée, on dirait, toujours une polarisation. Les gens qui savent comment j'ai travaillé depuis le 18 janvier et les gens qui me connaissaient avant que j'entre dans ce poste savent comment je suis une personne qui retisse les liens, qui resserre. Quand il y a un fossé, je resserre le fossé. Je vois le fossé parce que j'ai été éduquée pour le voir. Et je resserre le fossé. Ça a toujours été ma façon de travailler. Et toutes les personnes qui sont là sont dans cette perspective-là. Je pense que M. Babineau, il n'est pas assez dépeint non plus comme quelqu'un qui est un médiateur. C'est quelqu'un qui, en fait, quand il voit du conflit, il a travaillé là-dessus, il a été formé là-dessus aussi, eh bien, il médit dans des conflits. Moi, je tiens à dire que mon choix, je l'assume, je l'ai assumé et je l'assumerai dans le sens où on sait qu'il peut y avoir des polémiques au moment de l'entrée. Je crois que la confiance, comme on le sait avec Alain, ça se bâtit aussi. Et nous, on est à l'écoute, on s'est déjà montré à l'écoute, on a parlé à tous les syndicats quasiment de la ville. Donc on est déjà à l'écoute, on est déjà dans une collaboration pour travailler, et Alain le sera aussi. Donc là-dessus, là, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une polémique aujourd'hui, nous on est prêts à travailler. Who's in? Je vais finir avec
le plus important, la communauté, les citoyens. Lorsque on s'est rencontrés la première fois à votre nomination, j'ai évoqué le fait que les citoyens, et notamment citoyennes et citoyens racisés, voyaient peut-être en vous, perception fausse ou pas, ceux qui allaient régler le problème du racisme à Montréal. Aujourd'hui, j'ai tout le bureau devant moi. Qu'est-ce que vous leur dites exactement? Quelles sont les attentes qu'ils doivent avoir avec vous? Ou quelles sont les attentes qu'ils doivent avoir de vous? Je vais peut-être mentionner ce que j'ai vu depuis 3 mois et demi. Depuis 3 mois et demi, il y a des citoyens donc, de la ville de Montréal qui vivent des choses parfois en lien avec des services de la ville, quel que soit le type de problématique en fait en lien avec du racisme ou de la discrimination, et qui nous contactent. Parfois, c'est pas du tout en notre pouvoir d'agir. En réalité, souvent, c'est des gens qui ont besoin. Ils n'ont pas à qui parler. Il y a très peu d'espace d'écoute pour ces citoyens-là. Donc nous, ce qu'on fait à date, c'est qu'on essaye de réorienter les citoyens, je rappelle bien pour les citoyens, vers les bonnes entités. Si les entités ne sont pas capables de répondre sur les enjeux de discrimination et de racisme, ben nous, ce qu'on s'assure de faire, c'est, OK, l'ombudsman de la ville de Montréal, elle a besoin d'appui, comment on peut s'assurer de collaborer avec elle? Pour les employés, et ça, je tiens à le mentionner, la ville de Montréal, c'est 28 000 employés. C'est énorme, c'est beaucoup de monde et il n'y a pas toujours une compréhension de ses propres droits en fait comme employé. Et donc on en a reçu, je dirais, près d'une dizaine, un peu plus, là, des personnes qui nous racontent qu'elles vivent des discriminations, des climats toxiques avec du racisme. Donc l'idée c'est que nous pour le moment on est en train de proposer des espaces d'écoute. Mais à partir de ces espaces d'écoute, on essaye de mettre en place des actions où on essaye de proposer aux entités concernées des actions qu'elles devraient mettre en place pour que les enjeux de racisme puissent trouver des espaces. En réalité, dans notre ville, il n'y a pas beaucoup d'espace d'écoute en fait, sur ces questions-là. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que dans l'entre-deux, dans cette espèce de polarisation, il y a une façon de travailler, il y a une façon de créer des espaces de dialogue et d'échange, et c'est ça qu'on s'apprête à faire. Nous, on est là pour retisser, pour faciliter, comme le dit Alain souvent, et on est là pour recréer du lien entre les citoyens et l'institution. J'ai dit que c'était la dernière question. Celle que je pose maintenant est celle d'un jeune homme qui m'a demandé de vous la poser. C'est vrai qu'elle s'adresse plus à Alain Babineau. Est-ce que vous allez jeter un coup d'œil sur ce qui se passe au STM, à la STM, depuis un moment, notamment avec ses agents de sécurité? On parle de la sécurité publique. Alors, la STM fait partie de la sécurité publique. Alors, ce n'est pas juste... Le profilage racial et social ne s'applique pas strictement aux entités de la sécurité publique, mais mon rôle, c'est vraiment de travailler, de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toutes les unités, le service de pompiers, d'incendie, ça fait partie de la sécurité publique aussi. Alors, mon rôle ne s'arrête pas seulement avec la SPVM, mais la STM aussi. Et ce que j'ajouterais, c'est que sur la question de la STM, le climat social en ce moment nous invite à être hyper vigilants. On a déjà eu plusieurs communications avec la STM. Et effectivement, Alain, j'aimerais beaucoup qu'il puisse les appuyer dans leur démarche. Ce que je souhaiterais peut-être juste mentionner, c'est que dans le fond, il nous faut, sur les enjeux de profilage, sortir de la seule interaction d'urgence entre la police et les citoyens. On voit le profilage seulement à partir de cette lorgnière. Nous avons l'ambition de faire sortir en fait ce sujet-là de cette lorgnière-là. Et je crois que ça va aider aussi le service de police qui subit évidemment énormément de pression dans cette lecture-là sur le profilage. La STM en ce moment est beaucoup sous les projecteurs. Alors il faut absolument qu'on travaille avec eux, puis Alain travaillera avec tous les services qui seront concernés par ça. Je vous remercie tous les quatre. Puis on se dit à bientôt, j'espère, lorsque vous allez vous adresser à la communauté. On espère encore être présent. Et puis, on vous souhaite, comme je dis, toujours bon vent.